Parce qu'en fait, derrière ces mots tout à fait anodins, partenariat, c'est sympa un partenariat, non? Transatlantique, pour le commerce, on a toujours dit, quand les peuples commercent, ils se font pas la guerre, donc c'est bien. Et l'investissement. Ça, c'est l'intitulé officiel de ce qui se négocie pour le moment, qui se traduit par toutes sortes de sigles. On vous les a donnés il y a un instant. Mais derrière ces mots anodins se cache un objectif qui fut exprimé très clairement, très franchement, par un de ces étranges humanistes qu'on trouve parfois de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'appelle David Rockefeller. Et dans une interview au magazine américain Newsweek, il déclarait quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Ça vous paraît peut-être énorme, ça vous paraît peut-être fou, c'est invraisemblable. Eh bien, vous verrez, d'ici 2 petites heures, que c'est bien de cela dont il s'agit. Que c'est bien de donner le vrai pouvoir aux firmes privées contre ce qui, Parlement et gouvernement, provient du suffrage universel. Mais avant ça, moi, mes conférences, c'est beaucoup d'éducation populaire. Donc, je vais rappeler des choses, je vais expliquer des choses et je vais essayer de vous montrer, de vous rappeler le contexte, les origines de ce qui se négocie. Alors, revenons, si vous le voulez bien, en 1986. En 1986, il se passe 2 événements. Il y en a un qui se passe à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, qui s'appelait à l'époque la Communauté. C'est l'arrivée à la présidence de la Commission européenne d'un nouveau personnage. Il s'appelait Jacques Delors. Il était très connu en France pour avoir fait adopter par le président Mitterrand en 1983 ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, le plan Delors. Et il devient président de la Commission, et très vite, il fait adopter un nouveau traité. Le premier traité depuis celui de 1957, le traité fondateur. Ça s'appelle l'acte unique européen. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'acte unique européen? L'affirmation, comme jamais auparavant, du primat de la concurrence. La concurrence, c'est l'objectif premier, c'est la sacro-sainte règle qui doit s'appliquer à toutes les activités. Et éliminer donc les obstacles qui empêchent une concurrence, comme on a dit en 2005, libre et non faussée. Au même moment, avec le soutien de Jacques Delors et de la Commission européenne, commencent en Uruguay des négociations internationales de toute première importance. Jusque-là, les relations commerciales mondiales étaient gérées par quelque chose qui s'appelait le GATT. C'est un sigle, c'est l'acronyme en anglais pour accord général sur les tarifs, donc les droits de douane, et le commerce. Ce qu'on faisait depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1986, c'était des négociations pour diminuer les droits de douane et pour simplifier les formalités douanières, ce qui s'appelait à ce moment-là, dans cette conception-là, le libre-échange. Là-dessus, j'ai rien à dire. À partir de 1986, commencent des négociations qui vont durer 8 ans et on va voir dans un instant, 8 ans plus tard, ce que ça a donné. Mais entre-temps, eh bien, il survit un événement d'importance mondiale, la chute du mur de Berlin. Et en 1990, on se trouve donc quelques semaines, quelques mois après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire après la fin de la division du monde en 2 blocs, la fin de la guerre froide, la fin de la division de l'Europe en 2 blocs, et on rêvait beaucoup, rappelez-vous, on parlait de nouvel ordre mondial. On aurait pu rêver qu'enfin, on construise une Europe européenne, une Europe fondée sur les valeurs et les intérêts des Européens,
pas sur les valeurs et les intérêts des Américains, des Africains, des Asiatiques, non, les nôtres. Eh bien non, eh bien non. Nos gouvernements font un tout autre choix. Nos gouvernements décident d'emblée de lier le destin des peuples d'Europe au destin du peuple américain et on signe une déclaration transatlantique. Déjà, déclaration transatlantique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette déclaration? 4 choses. 1, on continue l'OTAN. L'OTAN, c'était l'outil de la guerre froide. Le pacte de Varsovie s'était dissous. Mais de notre côté, on continue l'OTAN. Et on sait ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est qui permet de faire des opérations militaires sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. 2, on va organiser chaque année des sommets Communauté européenne, États-Unis. 3, on va encourager les parlementaires, les femmes et les hommes politiques des pays de la communauté européenne à rencontrer régulièrement des homologues de l'autre côté de l'Atlantique des États-Unis. Et 4, ce qui est sans doute le plus facile, on va inciter les hommes d'affaires des deux côtés de l'Atlantique à se rencontrer régulièrement. 1995, le 1er janvier, entre en vigueur ce qui s'appelle les accords de Marrakech, qui ont été conclus 1 an plus tôt, qui ont mis un terme aux fameux 8 ans de négociations qui avaient débuté en 1986, qui créent l'Organisation mondiale du commerce et qui met en œuvre les accords qu'elle gère. L'Organisation mondiale du commerce, on en parle beaucoup trop peu. Et pourtant, c'est l'organisation internationale la plus puissante du monde. Pourquoi? Parce que de toutes les organisations internationales, elle est la seule qui peut punir, qui peut sanctionner un État qui ne respecte pas ses règles. Quelles sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce? Et vous voyez le lien avec ce que je disais à propos de Jacques Delors et de son acte unique européen, donner le primat à la concurrence. Et le statut de l'OMC dit il faut éliminer tous les obstacles au commerce. Nous allons voir dans un instant quels sont les obstacles. Et là, c'est pas seulement les droits de douane et les formalités douanières. L'Organisation mondiale du commerce est la plus puissante du monde parce que, comme je viens de le dire, elle peut sanctionner. Rappelez-vous, on connaît tous ça. À un moment, nous avons estimé, sur la base de travaux scientifiques, que les hormones de croissance, c'était pas bon pour la santé. Et donc, nous avons interdit l'usage des hormones de croissance, notamment pour l'élevage des bœufs. Et donc, très logiquement, nous avons interdit l'importation de viande de bœuf traitée aux hormones de croissance. Ah ben oui, mais de l'autre côté de l'Atlantique, on ne l'entendait pas de cette oreille. C'était considéré comme du protectionnisme. Les lobbies de l'agro-industrie américaine disaient c'est pas fondé scientifiquement, regardez, chez nous, on ne meurt pas. Bon, certes, ils grossissent, ils ne meurent peut-être pas. Enfin, on ne sait pas très bien de quoi ils meurent, parce qu'il n'y a pas les études que nous avons chez nous sur les origines du cancer. Et donc, ils déposent plainte contre les pays européens qui ont interdit le bœuf aux hormones de croissance. Ils déposent plainte où? À l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire que c'est le gouvernement des États-Unis, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand un groupe d'intérêts estime qu'il est lésé par une décision dans un autre pays, il doit demander à son gouvernement de se faire son avocat. Donc le gouvernement des États-Unis dépose plainte contre les pays d'Europe qui ont interdit le bœuf aux hormones de croissance, à l'OMC, où il y a une sorte de tribunal. Et nous perdons. Nous perdons parce qu'un critère de santé publique, c'est un obstacle à la concurrence. Un critère de santé publique est un obstacle à la concurrence. C'est gros, ça, hein? C'est presque invraisemblable. Et pourtant, c'est la réalité. Et donc, nous perdons. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on perd? Parce que c'est là qu'on voit la force et la puissance de l'OMC. Quand un pays ou un groupe de pays perd un procès à l'OMC, il a 3 possibilités. Soit de payer des compensations, c'est comme ça que ça s'appelle. Soit de supprimer la règle qui a provoqué le conflit.
ici, interdire le bœuf aux hormones de croissance. Soit les deux. Donc payer et supprimer. Et alors vous me direz peut-être, et si on ne le fait pas, si on ne paye pas, si on ne supprime pas la règle, c'est là la force de l'OMC. Eh bien, si celui qui a perdu joue pas le jeu, alors l'OMC donne le droit à l'État qui a gagné d'appliquer 100% de taxes sur 60 produits qui viennent du pays qui a perdu dans une liste qui change tous les 6 mois. Vous voyez l'efficacité du système? C'est le vainqueur qui établit lui-même la sanction. Ils ont appelé ça un droit de rétorsion. Et ils ont même dit que c'était une grande avancée du droit international, ce que je ne considère pas comme étant le cas. Vous voyez la puissance de l'OMC? Ben, retenez bien ça. Alors, 2007, on crée entre les pays de l'Union européenne et les États-Unis un Conseil économique transatlantique. Normalement, quand on crée une institution internationale, il faut un traité. Et quand il y a un traité, ben, il faut qu'il soit ratifié par nos assemblées parlementaires. Il n'y a rien eu de tout ça. C'est un acte de volonté du gouvernement américain et de la Commission européenne. Peut-être parce que si on avait connu la composition du Conseil économique transatlantique, ça aurait fait des résistances, des oppositions. Parce que dans ce Conseil économique transatlantique, il fonctionne. Hein. Il y a toute une série d'organisations humanitaires. Il y a la Deutsche Bank, il y a Mercedes-Benz, il y a PSA, il y a BNP Paribas, il y a Total, il y a Chevron. Enfin, vous voyez le genre d'organisation humanitaire dont je veux parler. Il y en a 70. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils conseillent la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis. Vous pouvez imaginer dans quel sens vont leurs conseils. Alors, il faut que je vous explique quelque chose qui nous ramène à 1995. Donc, dès que démarre l'OMC, dont l'objectif est d'éliminer tous les obstacles à la concurrence, vous imaginez bien que c'est un objectif tellement ambitieux, parce que les activités marchandes, elles sont omniprésentes dans notre vie. Donc, les auteurs, c'est-à-dire nos gouvernements, qui ont négocié les accords de l'OMC, ont prévu que ça allait se faire par, je cite, des séries de négociations successives. Donc, ça allait prendre du temps. Par exemple, pour libéraliser le secteur de l'énergie, ou pour libéraliser la santé. Oui, mais dès que ça commence, en 1995, mais les pays occidentaux, et surtout les multinationales des pays occidentaux, c'est-à-dire des pays d'Europe et des États-Unis, disent « ça va prendre trop de temps ». Il nous faut un nouveau cycle comme celui qu'on a eu, comme l'Uruguay Round, pour pousser très fort la libéralisation, la mise en concurrence, donc, puisque libéraliser, c'est ça que ça veut dire, la libéralisation des activités dans toute une série de domaines. Et donc, les pays occidentaux essayent. 1997, comme ils sont divisés, par exemple, les Japonais, les Australiens, les Canadiens disent « oui, on va trop vite, là, il faut quand même digérer les accords de l'OMC, 22 500 pages. Hein ». Donc, ils sont divisés, ils n'y arrivent pas. Ils essayent de remettre ça en 1999. C'est chaque fois à l'occasion d'une conférence ministérielle, c'est-à-dire les ministres du commerce de tous les États membres de l'OMC. Mais en 1999, ça se passe, et là vous allez vous souvenir, à Seattle. Et à Seattle, eh ben, voyant ce que c'est l'OMC, qu'est-ce qui est apparu? Ben, c'est ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste. Et il y a tellement de manifestants devant les bâtiments où doit se tenir la conférence qu'elle ne peut pas avoir lieu. C'est raté. Malheureusement, 2 ans plus tard, il y a le 11 septembre. Et le 11 septembre va servir de prétexte pour faire pression sur ceux qui refusent. Parce que après le 11 septembre, il y a 2 mois plus tard,
à la fin novembre, début décembre, une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Doha, au Qatar. Et là, tout va être fait pour faire pression sur, à l'époque, il y a plus de 126 États membres, pour qu'ils acceptent un nouveau cycle de négociation. J'étais là-bas comme observateur, je pourrais vous raconter 15-20 anecdotes de pression. Je m'en contenterai d'une. À l'époque, au niveau de la Commission européenne, il y avait un commissaire au commerce, comme il y en a un aujourd'hui qui s'appelle, vous le savez sans doute, Karel de Gucht. Mais celui-là était français, membre du Parti socialiste. Il s'appelle toujours d'ailleurs, Pascal Lamy. J'ai vu de mes propres yeux et surtout entendu, à une distance qui est à peu près celle avec monsieur là qui est au 4e rang, Pascal Lamy dire à 2 ministres d'Amérique latine et un ministre africain, si vous ne soutenez pas, le doigt tendu comme ça, si vous ne soutenez pas nos propositions, vous vous faites les complices des terroristes. Ce n'est qu'une anecdote, mais je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres. Et donc, ils ont réussi, avec cette menace, et je vous dis pas le climat, il y avait des chars, il y avait des barbelés, on était suivis tout le temps par des agents de sécurité. Il y avait un climat, on a tout fait pour que ce climat permette de faire pression sur des pays qui n'en voulaient pas, pour qu'ils acceptent un nouveau cycle de négociation, que on appelle aujourd'hui le cycle de Doha, mais qu'officiellement, ça s'appelait un cycle pour le développement. 2 ans plus tard, parce que les conférences ministérielles de l'OMC, c'est tous les 2 ans, 2 ans plus tard, on se retrouve à Cancun, au Mexique, où d'ailleurs un fermier de Corée du Sud s'est suicidé. Il s'est planté un couteau dans le ventre pour montrer la détresse des paysans qui souffrent de ces accords commerciaux internationaux. Et là, eh bien, 100 pays, tout juste, 100 pays du Sud ont tenu le discours suivant à Pascal Lamy et aux représentants américains. Vous nous avez dit que ça allait être un cycle pour le développement. Les négociations ont commencé, et qu'est-ce qu'on constate? C'est vrai, c'est un cycle pour le développement, mais pour le développement, non pas de nos pays, mais de vos multinationales, pour leur donner plus de pouvoir chez nous. Alors on ne marche plus. Alors c'est non. Et vous savez, à l'OMC, il faut l'unanimité pour avoir une décision. Donc ça commence à gripper sérieusement. On est là en 2003. Vont apparaître, j'ai envie de dire, vont émerger ce qu'on appelle les pays émergents, qu'on appelle parfois les